Nous allons commencer dans 1 minute le Crescendo Live du 12 mai 2016. Crescendo, vous me donnerez le top. Bien. Bon, tout d'abord, nous affichons l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous laisse en prendre connaissance, comme d'habitude. Et pendant que vous en prenez connaissance, je voudrais vous dire que le live d'aujourd'hui va être consacré à une espèce de mise au point qu'il faut faire sur le mode de trading que nous développons sur Crescendo Live et que je développe depuis un certain nombre d'années. On va passer tout de suite sur MT4, visualiser un premier graphe, qui est le graphe mensuel de Euro-USD. Et on va retourner un petit peu dans le passé pour que vous compreniez bien de quoi je veux parler. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis un mois, j'observe les gens en trade sur l'analyse Forex, vous savez, le file d'échange que nous avons ensemble, un certain nombre de positions qui sont prises, et pour moi, elles sont toujours prises dans des unités de temps qui sont trop faibles. C'est du H4, c'est parfois du M30, du H1. Ce ne sont jamais des tendances qui sont débutées en hebdomadaire. Alors si vous regardez ce qui s'est passé ces 2 dernières années, en hebdomadaire, donc chaque bougie vaut une semaine, moi je suis rentré en fait ici, en 2014, j'ai renforcé beaucoup ici, sur des franchissements qui étaient très clairs, dans cette unité de temps-là. Chaque bougie représente un mois, excusez-moi. On va passer en hebdomadaire, on le verra mieux. On a franchi donc des lignes qui étaient fondamentales sur des unités de temps très élevées. Ensuite, j'ai pu pyramider ici tout le long de cette tendance. Arrivé par ici, mon compte avait été multiplié par 200. Je vous dis ça parce que pour arriver à gagner de l'argent et faire de la performance en trading, il ne faut pas faire du H4. Si vous faites du H4, vous allez faire des gains nécessairement inférieurs à vos pertes. Il y a les spreads, il y a les commissions, c'est normal que les brokers se rémunèrent, et puis vous avez bien remarqué que les positions baissaient beaucoup plus vite qu'elles ne montaient lorsque vous preniez position, parce que vous n'avez jamais assez de temps au niveau des tendances pour cumuler des gains. Ça, c'est lié à des trades qui ne sont pas faits, qui ne sont pas initiés dans les bonnes unités de temps. L'année dernière, où est-ce qu'on a gagné de l'argent? On a fait de la performance ici. Si vous suivez ma souris, on est parti de là, on est arrivé là. Ici, on a perdu de l'argent. On a gagné de l'argent ici, en montant ici, en sortant vraiment au bon moment, mais en profitant d'une tendance qui était la crise chinoise, vous savez, quand la Chine a baissé la valeur de sa monnaie, et on a gagné de l'argent d'ici à là. Et si on se contente de faire des trades au milieu de nulle part, c'est-à-dire au milieu de tout ça, sans référence à des graphes en base hebdomadaire, on est à peu près sûr, petit à petit, de voir son compte s'éroder et de ne jamais faire de performance. Ici, pour moi, c'était intradable. Vous regardez, on est parti d'ici, on a retracé jusque-là. Le breakout pour rentrer était là. On est monté ici. On a retracé pratiquement au début de ce début de tendance-là. Donc on se rend compte que la volatilité était telle dans la montée du cross que c'était très difficile de prendre position dans des unités de temps plus petites comme H4
en visant des objectifs de trade qui, eux, étaient hebdomadaires. Je dirais qu'actuellement, on est à la croisée des chemins, mais c'est intéressant parce que c'est un moment où on peut prendre des positions en base hebdomadaire. On est en effet au sommet du range. On a un potentiel de baisse qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez ce qui s'inscrit sur l'image. En tout cas, ma souris est là pour le montrer. On a un potentiel de baisse qui peut être quantifié à 800 pips. Et vers le haut, si on sort du range, on a un potentiel de hausse qui peut être quantifié aussi à 800 pips. Alors, ça dépend comment on trace le range. Si effectivement on le considère en mensuel, on peut dire que cette ligne horizontale est le sommet du range et qu'on est déjà sorti du range. Alors, c'est un petit peu le pari que j'ai pris ces derniers temps, en me disant que finalement, moi j'ai essayé de shorter la dernière fois à partir d'ici, en pensant que on avait franchi une ligne à la baisse. C'était un peu compliqué d'ailleurs de bien déterminer le moment du breakout. Et il a été plutôt identifié sur des bases daily ou H4. Et puis le cross s'est renversé à la hausse, ce qui m'a coûté cher en stop, puisque moi j'avais mis mon stop ici. Et finalement le retour s'est fait à partir de 1,1612, donc relativement haut. Je crois qu'à un moment, il faut choisir une direction et puis essayer de la suivre. Alors l'astuce, c'est, ce que je n'ai d'ailleurs pas fait lors de ma tentative de short sur l'euro, c'est d'essayer d'avoir un short le plus faible possible, le plus petit possible, pour une perspective de gain la plus importante possible. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas autrement. Le reste, moi, personnellement, je n'y crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis rentré par ici. Là, on est en H4. On est en H4. Si je reviens sur l'hebdomadaire, vous voyez qu'on est toujours sur cette ligne ascendante sur laquelle Euro-USD s'est appuyé deux fois, une fois là, une fois là. Et si vous notez ce qui s'est passé en daily, le cross s'est également appuyé sur cette ligne et est remonté. Et en H4, c'est encore plus net. On s'est appuyé ici, on est remonté et on a fait cette bougie ascendante assez importante, mais qui, pour tout vous dire, m'intéresse pas du tout. Moi, ici, j'étais à 700 € de gain avec 1,5 lot Euro-USD. Prendre des petits gains comme ça, c'est pas ça qui va nous faire multiplier le compte par 2 cette année, ou même multiplier par 1,5 le compte cette année. Il faut impérativement qu'on s'appuie à nouveau sur cette ligne, qu'on reparte et qu'on vise la cible en hebdo que je me suis fixée, qui est celle-ci, si on considère que la ligne la ligne supérieure du range est à 1,14, ou probablement un peu plus bas si on considère qu'elle est à 1,1230 et quelques, ce que je vous ai montré tout à l'heure en mensuel, ce qui nous donnerait une distance, hein, si on prend à peu près on prend la distance entre les points, entre celui-ci et celui-ci, ça porterait l'objectif de ce trade au minimum à 2 fois ça, à 2 fois cet espace-là, c'est-à-dire vers 1,19. 1,19, ça fait 500, 600 pips. Là, ça commence à devenir un trade intéressant qu'on peut renforcer, pyramider et véritablement générer de la performance, à partir duquel on peut générer de la performance. Donc je suis dans cette incertitude-là pour l'instant, puisque vous voyez que, comme à son habitude, depuis qu'il remonte, le cross Euro-USD retrace très très fortement. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir, ni à la hausse ni à la baisse. Moi, j'ai maintenu mes stops sous cette ligne de tendance, à peu près ici. Il est possible que je sorte avant, mais j'ai tenu à la maintenir ici. Je vais montrer pourquoi. L'idée, c'est de réfléchir tout avec vous pour vous montrer comment je trade. Là, j'ai tracé cette oblique ici à partir de ces points-là. Là, on a eu
une très grosse mèche acheteuse avec un point de support assez puissant ici. Si cette oblique là est franchie, je suis certain que les cambistes vont essayer de jouer celle-ci. De toute façon, toute oblique est prétexte à support. On a toujours des gens sur le marché qui vont défendre les obliques. Ça veut dire que le cross peut retracer jusque là. Ça signifie aussi que je dois positionner mes stops en dessous pour être sûr que cette oblique-là, les deux obliques que j'ai citées, ont bien été franchies pour considérer que le cross devient baissier. Et dans ce cas-là, moi, je n'hésiterai pas à prendre un short. On est toujours sur des repères qui sont des repères hebdomadaires. Encore une fois, on n'est pas au milieu de nulle part. Et c'est comme ça qu'il faudrait trader. C'est comme ça qu'il faut prendre ses positions pour faire de la performance. Donc sur EUSD, pour moi, on est en situation assez intéressante dans cette zone pour repartir vers le haut ou au contraire revisiter les 1.05. Alors quand je dis 1.05, ça peut être une cible inférieure, on peut avoir un objectif qui serait cette grande oblique là, avec un rebond à partir de là, mais cette grande oblique, elle nous porterait tout de même autour de 1,1080 à 11. Alors qu'est-ce qui va guider ces orientations-là au niveau des fondamentaux? Vous savez que depuis un bon moment, l'ensemble des banquiers américains sont baissiers sur la paire euro-USD, visent la parité, visent un 0,5. Sur la divergence de politique monétaire entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, avec une Fed qui monterait ses taux, qui continuera à monter ses taux, et une Banque Centrale Européenne qui, au contraire, devrait continuer à assouplir sa politique monétaire. En réalité, quand on observe ce qui se passe, on voit que la probabilité pour que la Fed baisse ses taux en juin est tombée à 8% au niveau des options, et que la probabilité pour que la Fed baisse ses taux en septembre, augmente ses taux en septembre est passée à 33%. 33%, ça commence à être très faible, et certains analystes pensent que la Fed ne montera pas ses taux, ni en 2016, ni en 2017. Ça donne un éclairage nouveau sur l'orientation que doit prendre le cross maintenant, quand on sait que l'Allemagne et tous les pays du nord de l'Europe sont arc-boutés contre l'intention de Mario Draghi de poursuivre une politique monétaire très accommodante, et on a l'impression qu'à la BCE tout est bloqué et que Mario Draghi n'a plus de majorité pour élargir le bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc ces deux effets, difficulté à monter les taux aux États-Unis et difficulté pour Mario Draghi à aller plus loin dans la modélisation, sont en train de mettre à mal la théorie selon laquelle la paire euro-USD va aller en direction de la parité. Au contraire, ce qu'on observe de plus en plus, et là je reviens à mon graphe en mensuel, c'est une montée progressive du cross qui a déjà passé une résistance forte ici si on ne considère pas les mèches, mais qui est en train probablement de faire ici un pullback et d'aller un peu plus haut. Donc moi j'ai toujours pas de religion sur le sujet, je dis simplement que la tendance est plutôt en train de s'orienter à la hausse que de s'orienter à la baisse. Et ça on va l'observer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette oblique-là, vous pouvez suivre au bout de ma souris, en fonction d'un franchissement à la baisse ou d'une poursuite de la tendance le long de cette oblique. Il est possible aussi qu'on franchisse à la baisse, qu'on redescende ici sur cette zone-là et qu'on remonte ensuite au-delà du range. Moi, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à croire à la parité. Mon dernier trade short m'a coûté et j'ai pas envie de renouveler l'expérience tant qu'on n'a pas franchi très nettement cette oblique-là. Voilà pour euro-USD. Il y a un deuxième trade que j'ai initié récemment
je vais quand même rajouter avant de passer à ça. Si vous regardez ce qui s'est passé avec le dollar US Index a buté ici sur une résistance forte. On voit ici en hebdomadaire, est remonté et s'inscrit maintenant dans un canal qui lui est baissier, qui est borné par une parallèle à cette oblique inférieure de tendance et qui pourrait, à mon avis, avec le gros mot, tout à fait arrêter la progression du dollar et le faire repartir à la baisse, ce qui accréditerait encore l'hypothèse d'une montée de la paire euro-USD au-delà de son range. Alors encore une fois, on va observer ça sans prendre de décision définitive, mais avec beaucoup de pragmatisme. Je reviens à la paire euro-yen, qui est la deuxième paire sur laquelle je me suis positionné hier, sur la base d'un fondamental qui me paraît intéressant, c'est que si les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne sont majoritairement plutôt opposés à une poursuite ou une augmentation en tout cas des mesures de monétisation de la Banque centrale, au Japon, on a probablement une volonté plus forte d'obtenir de l'inflation après bientôt 30 ans de déflation, une volonté plus forte d'aller au-delà de tout ce qui est possible pour obtenir une inflation et surtout ici de résorber une dette qui devient colossale puisqu'elle dépasse 200% du PIB, largement au pays du soleil levant. Alors, vous savez que la BOJ a pris à contre-pied les marchés la dernière fois. Je reviens en Delhi. Elle a pris en contre-pied les marchés ici. Je ne sais pas si vous voyez ces ronds que je dessine avec mon clavier, mais on a subi une chute très très importante. Et puis depuis, on revit dans l'espoir d'une remontée du cross. Pourquoi il est intéressant de mettre en opposition l'euro et l'yen et de jouer à la hausse la paire euro-yen? C'est tout simplement parce que si la Banque Centrale Européenne freine des cas de fer, alors que le Japon, lui, est plutôt décidé à augmenter son Q et éventuellement d'autres mesures comme l'hélicoptère monnaie, on va avoir une vraie divergence monétaire entre ces deux banques centrales et donc une appréciation de l'euro par rapport au yen. Cette appréciation, elle peut se matérialiser, elle peut s'être déjà matérialisée par ce double bottom qu'on voit ici, mais si on revient ici en hebdomadaire, qui est encore une fois le graphe qui doit nous servir de référence, vous voyez qu'il y a une impossibilité sur la paire euro-yen de franchir ce niveau de 1,22, on est à 1,22,20, mais enfin 1,22 ici au plus bas. On a buté ici, on a rebuté là, on a rebuté là, on a rebuté là, on a rebuté là, on bute là. Et à chaque fois on remonte, et l'espoir qu'on peut nourrir à l'analyse du graphe hebdomadaire, c'est un franchissement de cette ligne, justement du fait de la divergence des politiques monétaires de la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale du Japon, et d'avoir ici une hausse qui pourrait nous amener, et là je parle toujours de tendance hebdomadaire, donc extrêmement intéressante à pyramider, qui pourrait nous mener à 600 pips d'évolution. Donc avec des perspectives de performance bien supérieures au fait de faire du trading en H4, qui à mon avis est stérile, et je l'ai dit ce matin sur le file d'échange, il faut absolument que les positions soient prises autrement si les traders qui suivent le live souhaitent faire de la performance. Je reviens à ma base H4 pour vous dire quand même la difficulté de prendre des positions sur ces marchés heurtés. En réalité, moi je suis rentré ici hier. Je suis rentré ici avec un lot, et comme je ne veux plus prendre aucun risque avec mon compte, ce qui s'est passé, c'est que le cross est monté, il est redescendu, j'ai laissé un peu courir, et quand j'ai vu qu'on passait ça, on passait ce niveau-là, je suis sorti. J'ai dû perdre une centaine, 150 euros. J'ai laissé baisser jusqu'ici. Le cross est remonté ensuite. Ce matin, il a franchi cette oblique d'un vrai breakout intéressant. Ce matin, à 4 heures du matin, bien évidemment, je dormais. Si je grossis un petit peu en H1, moi, je suis rentré par là.
Imaginez ce qu'a fait la paire euro-yen, elle est redescendue jusqu'ici. Donc du coup, j'ai quand même pris un peu de distance par rapport au prix, j'ai mis mon stop très bas. On est ensuite remonté, on a refranchi, on fait à nouveau pullback et on remonte. Donc vous voyez, ce sont un peu les montagnes russes en ce moment sur le Forex. C'est beaucoup plus difficile à trader qu'en 2014 et même en 2015. Mais je pense qu'il faut tenir bon en ayant toujours à l'esprit les graphes weekly et ne jamais rentrer n'importe où sur des graphes H4 comme celui-ci ou H1 parce que vous avez vu que c'est pratiquement intenable. Il faut rentrer avec peu de volume et pyramider si les tendances se confirment. Renforçons, mais ne renforçons pas n'importe comment. Et je vais vous donner une dernière astuce qui est importante. Je reviens sur EURUSD. Vous avez vu qu'ici, je ne suis pas rentré à nouveau sur la montée du cross qui était pourtant très importante avec un très fort momentum. J'ai laissé... non, pardon, excusez-moi. Je vais revenir en H4. Je ne suis pas rentré ici, par exemple, pour renforcer, parce que je sais que le marché est extrêmement piégeux actuellement et qu'on allait retracer encore plus bas. Et si je rentre à nouveau sur EURUSD pour renforcer dans une tendance que j'estime à nouveau haussière weekly, je le ferai probablement au franchissement de cette oblique-là. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Là, si on franchit ça, je rentrerai. Autrement, je garde ma position ici, je laisse porter jusqu'à mon stop, et je sors, je prends mes pertes. Si on reste dessous, je short. Voilà. En gros, la politique, c'est de trader sur des time frames très élevés weekly, et arrêter de trouver des trades en H4, et d'essayer de faire des trades à un jour ou deux, parce que chacun, j'ai vu, parce que j'observe les trades de tout le monde, chacun se mord les doigts d'être entré dans ces moments-là. Il n'y a pas beaucoup de moments où on peut rentrer d'ailleurs en weekly. Si vous regardez, je me remets ici. Aujourd'hui, c'est un moment intéressant. Pour ça d'ailleurs que la semaine dernière, j'ai pris des risques. Ici, en dessous, c'est un moment intéressant, mais il est passé. Ici, si on redescend, ce sera un moment intéressant, mais dans tout ça, bah, peut-être que la seule oblique qu'on va pouvoir jouer, c'est celle-ci. Et puis c'est tout. Et tout le reste, moi je vous conseille de rester quasiment au marché, d'étudier le marché, ou de jouer d'autres paires qui deviennent intéressantes weekly, mais ne sortez pas des graphes weekly. C'est fondamental si vous voulez faire de la performance. Maintenant, je vais laisser la place aux questions. Je vais vous laisser réfléchir 1 ou 2 minutes et me taire pendant ce temps. N'hésitez pas, par le chat général de Crescendo qui est en bas à droite de l'écran, à poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser sur différentes paires. On peut les étudier ensemble. Si vous voulez reparler de stratégie de trading, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, on en reparle. Mais sachez que moi, ma conviction est très 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 forte sur ces sujets-là. Je sais que les gens qui ne traitent pas comme je le fais gagnent beaucoup moins d'argent que ce que je peux faire moi. Et c'est comme ça, c'est une règle de base toute simple. Si vous jouez pour 50 pips, avec les risques qu'on prend à chaque fois qu'on rentre en trading, vous finirez par avoir un bilan de trading négatif. Si vous jouez pour 500 pips ou 1000 pips, vous aurez un risk-reward qui sera très important et vous ferez de la performance en trading. Et c'est vraiment ce qu'on doit apprendre ici sur le Crescendo Live, et c'est le fondement du trading que je pratique. Crescendo, est-ce qu'il y a des questions déjà qui se sont inscrites? Ouais, alors voilà, effectivement la question est très très intéressante. C'est d'ailleurs le dilemme qu'on a aujourd'hui. Alors la question est comment va évoluer le dollar si les taux américains ne montent pas en 2016 et même en 2017. Et c'est tout le dilemme actuel. Moi voilà ce que je répondrai. Je répondrai qu'on est vraiment sur un niveau charnière, 1,14, un niveau charnière de la sortie de range ou pas, un range qui dure quand même depuis maintenant un an et demi.
J'ai tendance à penser que le chartisme s'applique aussi bien, et même mieux pour ce qui est des divergences en base hebdomadaire, que dans les unités de temps moins élevées. Donc je crois qu'on peut faire confiance à ce chartisme, et je suis à peu près certain que si on inscrit 2 bougies pleines au-dessus de 1,14, on va aller à 1,19, voire plus. Ça fait aucun doute pour moi. Pourquoi? Parce que ça sera le reflet de ce qui se passe. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne va continuer à s'arc-bouter et à dire on ne fait pas plus de QE, les Américains ne vont pas pouvoir monter leurs taux, et il n'y aura plus de divergence monétaire. Au contraire, l'euro va s'apprécier. Et va s'apprécier d'autant plus que pour les échos que j'ai de l'industrie et de la santé économique en Europe, on est plutôt de mieux en mieux. Ce qui permettra peut-être à l'Europe de supporter un taux de change un peu plus élevé. Il faut bien comprendre que les États-Unis ont aujourd'hui une balance commerciale qui est déficitaire et qui est beaucoup moins bonne que la balance commerciale européenne, d'ailleurs en grande partie grâce à l'Allemagne et aux pays de l'Est, mais qu'aujourd'hui l'Europe est capable de supporter des taux de change plus élevés, peut-être même plus que les Américains, un taux de change à parité. Donc c'est pas quelque chose qui me choque. Me lancer dans une tendance haussière à 600 pips ou 700 pips, ça me fait pas peur du tout. Maintenant, si l'Amérique monte ses taux et si les stats américaines s'améliorent brutalement, encore une fois, on peut jouer la parité, on peut jouer à 1,05. Mais c'est véritablement l'orientation que vont prendre les prix maintenant, sur cette ligne des 1,14 qui va nous guider. Et si je devais parier, maintenant, je serais plutôt haussier. Après, je peux tout à fait me tromper, et on peut rester pragmatique et suivre la tendance telle qu'elle va se présenter. C'est toujours la même histoire. En trading, il faut aller là où va l'argent, et pas du tout là où il ne va pas. Et ce que font tous les débutants, c'est faire de la contre-tendance et aller à l'argent, aller dans l'orientation où ne va pas l'argent, et c'est la meilleure façon de perdre son compte et de perdre tout ce qu'on veut. Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Soyez très pragmatique, regardez où va l'argent et suivez-le. Alors, la deuxième question porte sur l'USD-CAD. Donc, je vais y aller tout de suite. On va se mettre weekly, parce que c'est le seul graphe qui vaille. La question, c'est de savoir s'il faut shorter ou s'il faut être long. Alors, voilà, la question c'est, on a atteint des plus bas, est-ce que c'est le moment de se mettre long? Alors, c'est un peu ce que disent tous les analystes actuellement. Moi, quand je regarde le graphe weekly, on peut faire ça, on peut faire des tas de choses, mais effectivement, si on regarde le graphe weekly, on a l'impression qu'on est en train, on a fait d'abord un très gros retracement récemment, on est redescendu, on va descendre en daily. Pour moi, on est toujours baissier. Mais on a quand même franchi ici. Je dirais que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dépendant de la bonne santé du dollar et on reste tout de même dans l'incertitude, comme pour USD. En revanche, il est clair que si l'USD CAD doit inverser sa tendance, il va le faire comme ça. Je vais mettre en H4. Il va le faire en suivant cette oblique, ici, en continuant sa baisse, à partir de là, il va franchir à la hausse, et il va partir là. Et là, ce sera un signal haussier, et ce sera un signal, probablement, de changement de tendance weekly. C'est quelque chose qu'on peut jouer, le USD-CAD est intimement lié au pétrole. Alors, on sait que les stocks varient en fonction des semaines, des jours, et puis que les décisions politiques qui sont prises par les gens de l'OPEP, par tous les producteurs qui essayent de faire baisser les prix
alors que la concurrence fait malgré tout rage entre chacun de ces producteurs. On sait que la volatilité est très forte sur ce marché, mais au fond, la logique voudrait, dans cette période de surproduction et de faible demande, que les prix baissent à nouveau, ce qui aurait tendance à porter l'USD4 vers le haut. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à trancher. Vous voyez, la complexité que peut générer l'analyse d'un sous-jacent comme ça, il est politique, il est basé sur des matières premières, il est basé aussi sur la bonne santé de l'économie canadienne. Et j'aurais tendance à dire que finalement, il faut se concentrer peut-être sur l'évolution des prix et ce que veut nous dire le marché, et sortir peut-être dans ce cas-là un peu des fondamentaux, observer. Moi, je dirais que le franchissement de cette ligne que j'ai dessinée là serait lourd de signification. D'ailleurs, si on revient en daily, regardez, vous avez ici le Kumo, moi que j'appelle toujours le gardien de la tendance, qui suit la tendance depuis le début. On peut dire que maintenant que la tendance est en danger parce que les prix sont approchés ici du SSA. Si on commence à rentrer dans le Kumo, on va rentrer dans une période d'incertitude extrêmement forte avec un possible retracement vers le haut. C'est un indicateur qui est un peu tardif par rapport à la droite de tendance, et j'aurais surtout envie, moi, de rester sur cette ligne-là, qu'on voit bien en H1. Tant qu'on descend, pour l'instant, on n'est pas haussier. Si on fait un plongeon vers le bas, c'est qu'on n'a pas franchi, qu'on reste en tendance baissière. Mais effectivement, croiser des chemins, comme Euro-USD, et avec peut-être une petite préférence pour la hausse. Voilà, ma réponse, c'est celle-ci. Oui. Bon. Bon, alors, la question sur la lire turque. Est-ce que la lire turque doit être jouée à la hausse? Est-ce qu'on doit envisager? Alors, moi, je ne suis pas les lires turques. Je suis en général aucune des petites devises, d'abord qui donnent des spreads assez élevés, donc parfois des rollovers plus importants, encore que c'est pas toujours le cas pour les rollovers. La lire turque, on va essayer de la regarder. On va générer un graphe. On va le mettre quand même, on va le faire propre. Voilà. La lire turque. Que dit la lire turque en base hebdomadaire? Franchement, pour moi, elle est baissière. Elle reste baissière. Vous voyez, on a une belle oblique, là, elle est propre. Alors, effectivement, il y a une petite perte de momentum. Elle n'est pas complètement... mais quand vous regardez ça, il y a eu une belle baisse récemment. Il faut vraiment éviter de tomber dans le défaut de dire ça a beaucoup baissé, donc ça va monter. Vous savez, une tendance qui baisse, il faut la suivre. Et parfois, ça peut baisser jusqu'à ce que vous ayez plus un sou en poche. Donc, moi non, je ne suis pas haussier là-dessus. Pas sur un graphe comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, donc on a épuisé les questions. Si, vas-y. Alors, effectivement, Euro-USD, la question est quel levier faut-il utiliser pour démarrer une tendance en base hebdomadaire? C'est une tendance qui va durer longtemps et qu'on souhaite renforcer au fil du temps. Bien évidemment, peu, parce qu'on a tout le loisir de renforcer si la tendance augmente, et quand la tendance se poursuit, et quand la tendance se poursuit, on se met en sécurité puisqu'on a des gains. C'est tout l'intérêt de faire du suivi de tendance. Donc charger en début de tendance, c'est une faute. D'ailleurs, je vois des gens faire ça sur
ils se reconnaîtront hein, sur le file d'échange. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Sur une tendance de 500 pips, vous allez pouvoir renforcer tant que vous voulez. Donc au départ, ne prenez pas de risque, mettez un stop à allez, au minimum 50 pips, parce que en dessous, on est pris dans la volatilité et dans l'action des robots. Mais surtout, allez, moi je dirais, si on peut réduire la perte à 1% du compte, c'est fantastique. 1% du compte, c'est... Moi là, j'ai une perte, alors attendez, je vais regarder, on va mesurer tout de suite. J'ai 3 positions à 0,5, parce que j'en ai enlevé une. Parce que je voulais pas trop charger, j'avais commencé à 2, j'en ai enlevé une à la hausse pour être tranquille. Là, je suis à 33, je suis à 33 pips de mon départ. Mais j'estime qu'ici, si on commence à toucher ce niveau-là, c'est que je pourrais la mettre un peu en dessous, mais sur des positions à 0 à l'eau, si je regarde, vous voyez, je descends mon stop, et ben j'ai 143 € de perte. Donc en gros, j'ai même pas 500 € de perte sur ce trade avec un compte à 100 000. Donc vous voyez, je prends pas de risque. Je prends pas de risque. Les risques, je vais les prendre quand j'aurai des gains. Ne prenez pas de risque tant que vous n'êtes pas en gain, ça sert à rien. J'aurais pu être en levier 2. Je suis descendu en levier. Pourquoi je suis en levier 1,5? C'est parce que là, je suis en levier 1 ici. J'ai pris une deuxième position, donc au global, je suis en levier 2,5. Et j'estime qu'en levier 2,5, j'ai 500 € de perte sur euro USD, 500 € de perte sur euro yen. Bon, ça fait 1% de mon compte. J'ai pas beaucoup de certitude. En ce moment, on est sur des niveaux extrêmement douteux, des niveaux charnières qui sont très intéressants justement parce que charnières. Mais surtout, ne prenez pas de risque à ce moment-là, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc on a terminé les questions. Je vais rester encore, je laisse en ligne encore 1 minute à cause du lag. Et je vous dis au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et à bientôt, mardi prochain à 12h15 pour un nouveau live. À bientôt.